Demander à Charles Davoine de venir nous parler des décors qui éprouvent la vieillesse du temps, c'est-à-dire réflexion sur l'état de dégradation des bâtiments dans la Rome du IVe siècle. Alors, tout d'abord, je voudrais moi aussi remercier Philippe Fleury et Sophie Madeleine pour leur invitation à ce colloque. Le titre que j'ai choisi pour ma communication est extrait d'une lettre envoyée par l'empereur Valentinien Ier au préfet du prétoire d'Italie le 15 mars 365. Votre vigilance a totalement retiré au gouverneur la liberté d'entreprendre tout nouvel ouvrage s'il néglige la réparation d'illustres bâtiments anciens. En tout cas, il leur sera accordé une liberté tout à fait large et bienveillante pour rendre à leur aspect primitif et à un usage convenable les ornements des villes et les décors de marbre qui éprouvent en quelque mesure la vieillesse du temps. Cette constitution impériale fait partie d'une série de mesures prises par les empereurs, Valentinien et Valens, qui interdisent les constructions nouvelles avant qu'on ait restauré les édifices publics existants. Or, si cette lettre concerne les provinces italiennes en général, elle n'est qu'une extension d'une mesure prise d'abord à Rome l'année précédente. À l'intérieur de la ville éternelle de Rome, aucun juge ne doit construire un ouvrage neuf tant que les décisions de notre sérénité y feront défaut. En revanche, pour la restauration de ceux qui, dit-on, sont déjà tombés en ruine difforme, nous donnons à tous la permission. Ainsi, en 364, on rapportait aux empereurs, dit Kuntur, qui n'avaient pas encore visité Rome, que plusieurs édifices publics de la ville éternelle se trouvaient dans un état de ruine. Les souverains prennent conscience à ce moment de l'existence d'un patrimoine monumental en décrépitude à Rome puis dans les autres cités italiennes. 7 ans plus tôt, en 357, un autre empereur, Constance II, avait pourtant admiré une Rome resplendissante, si l'on en croit le célèbre récit fait par Ammien Marcellin. Ses yeux, de quelque côté qu'ils se tournent, sont éblouis d'une continuité de prodiges. Comment concilier ces deux visions de Rome ? La lettre de Valentinien ne semble pas faire référence à un événement catastrophique récent dont il faudrait réparer les dégâts. Et les constitutions qui s'ensuivent sont très claires. L'empereur s'inquiète du lent délabrement d'édifices publics mal entretenus. Il est donc peu probable que cette situation soit très récente, et il est nécessaire d'en déduire que déjà en 357, lors de la visite de Constance II, la ville de Rome devait présenter un paysage contrasté. À côté d'édifices rutilants et qui faisaient encore l'admiration des voyageurs, certains monuments avaient sans doute perdu leur lustre d'antan, faute d'entretien, et peut-être en raison déjà de spoliation. Le but de cette communication est donc de se demander ce que l'on peut savoir du délabrement des édifices publics ou privés de la ville éternelle, mais nous allons revenir une quarantaine d'années en arrière, en 320, date choisie par les concepteurs du modèle de restitution virtuelle de Rome à la suite de Paul Bigot. En effet, l'une des ambitions du présent colloque est d'aider à améliorer ce modèle de restitution virtuelle, ou de fournir de nouvelles pistes pour une restitution la plus historique possible. Par défaut, les restitutions de Rome par ordinateur présentent souvent une ville blanche et resplendissante, et perpétuent l'imaginaire occidental de la Rome marmoréenne. Le modèle réalisé à l'université de Caen a cependant été le premier à s'intéresser à la possible dégradation des édifices, mais uniquement sur des édifices d'habitation, où sont représentées des fissures, suivant ainsi le poème célèbre de Juvénal, craignant de mourir dans l'écroulement brutal de l'immeuble où il habite à Rome. La prise en compte des phénomènes de vétusté et de spoliation des bâtiments, y compris publics, apparaît en effet nécessaire, mais comment le faire de la manière la plus juste ? Tout d'abord, je voudrais insister sur les problèmes méthodologiques en vue d'identifier des édifices dégradés ou la présence de ruines dans les villes romaines. Il est très rare qu'on puisse constater l'état de ruine d'un édifice. Les textes littéraires ou épigraphiques font référence à des événements catastrophiques, mais ne donnent presque jamais de détails sur l'état du bâtiment après le sinistre. La dégradation d'un bâtiment est déterminable par contre-coup lorsqu'on peut documenter une restauration et qu'on en déduit qu'il y avait des dommages auparavant. En examinant les vestiges archéologiques, on peut voir des reconstructions, des réparations, des ajouts, mais ces travaux oblitèrent l'état précédent de l'édifice qui ne peut être que supposé, et une reconstruction est parfois d'une ampleur bien plus grande que les dégâts qui l'ont justifié. La situation est similaire pour les textes. Des auteurs rapportent des restaurations impériales, de nombreuses dédicaces épigraphiques commémorent la réfection d'un édifice, mais l'état antérieur du bâtiment n'est pas précisé, sauf dans certaines inscriptions plus tardives à partir de la fin du IVe siècle. Enfin, les inscriptions, comme les auteurs anciens, ne mentionnent presque pas le bâti privé et quotidien, mais seulement les édifices publics les plus importants. La méthode adoptée aujourd'hui sera donc la suivante. Essayez de voir si l'on a des textes mentionnant des catastrophes ou des restaurations aux dates voisines de notre année de référence, à savoir 320,
et les croiser avec ce que les textes et l'archéologie du bâti nous disent des processus de dégradation des édifices en général, qui sont des textes généralement de propos très général et non contextualisés, et une documentation archéologique pas toujours romaine, ce qui impliquera de comparer Rome avec d'autres sites. Alors tout d'abord, Rome en 320, une ville rénovée. De fait, si c'est toujours le début de l'époque constantinienne qui est choisie par les réalisateurs de maquettes matérielles ou virtuelles, c'est précisément parce que cette période constitue l'apogée de la monumentalisation de Rome. Dans les décennies précédentes, l'URBS avait également bénéficié d'une sorte de grand ravalement. Comme bien souvent, l'occasion et le prétexte à cette rénovation fut une catastrophe, en l'occurrence un incendie, celui de 283 sous le règne de Carin. Il a touché, selon notre seule source, 4 bâtiments, le Sénat, le Forum de César, la basilique Iulia et le Graeco Stadium. On a trouvé des traces de restauration d'époque tétrarchique sur de nombreux autres édifices du Forum et autour. Il n'est en effet pas rare qu'une catastrophe touchant le centre fournisse le prétexte à une rénovation plus générale, comme sous Septime Sévère après l'incendie de 192. J'ai d'ailleurs tendance à penser qu'il faut minimiser la part des destructions violentes dans les dommages subis par les édifices au profit d'une dégradation presque naturelle du bâti, comme nous allons le voir. Néanmoins, 2 autres incendies ponctuels sont attestés au début du IVe siècle, en 307 au temple de Vénus et de Rome, qui fut restauré par Maxence en même temps qu'il construisait sa basilique voisine, et en 308, un temple de Fortuna indéterminé fut victime des flammes. Les autres incendies connus pour le IVe siècle sont postérieurs à 320, et par ailleurs, aucune inondation n'est documentée par les sources entre 253 et 271, même s'il est très probable qu'il y en eut. Ce n'est donc guère grâce aux mentions de catastrophes connues par les textes qu'on pourra déterminer l'existence d'édifices dégradés au début du règne de Constantin. De fait, les zones touchées par ces incendies sont précisément celles qui ont connu la plus forte activité édilitaire de l'époque tétrarchique et de Maxence, c'est-à-dire le Forum et ses abords, ou la Velia. Constantin a, on le sait, aussi restauré le Circus Maximus, et en 320, Rome pouvait à bon droit sembler restaurée, comme on le voit dans le discours suivant, prononcé par un panégyriste en 321, lors de son discours au Quinquennalia de Constantin à Rome. Les places les plus fréquentées de Rome, qu'est les Berima, brillent de constructions nouvelles, et non seulement les bâtiments ruinés par le temps se font remarquer par leur beauté renaissante, mais les édifices même qui passaient jusqu'alors pour les plus magnifiques, resplendissent aujourd'hui de l'éclat de l'or et dénoncent l'économie déplacée de nos aïeux. Au Cirque Maxime lui-même, des portiques élevés et des colonnes étincelantes d'or ont fait une parure si rare que l'on aime à s'y assembler autant pour la beauté du lieu que pour le plaisir du spectacle. Malgré la part de convenue et d'exagération dans ce genre de discours, le panégyriste témoigne aussi d'un sentiment diffus que certains bâtiments de Rome, avant les travaux des tétrarques et de Constantin, devaient se faire vieux. Il part d'une ruine par le temps. Et l'insistance sur l'or montre également l'importance de l'ornementation des édifices pour l'identité urbaine. Il faut donc admettre que les années 285-320 ont constitué un temps fort de l'activité édilitaire à Rome, laquelle se remettra en pause dans les années suivantes. Pour autant, c'est vraiment le cœur de Rome qui a connu ce grand ravalement. Le Forum, la Velia, la vallée du Colisée jusqu'au Circus Maximus, la place au pied du Septisodium est d'ailleurs l'un des loci Celeberrimi de Rome, un lieu célèbre et fréquenté, selon Ammien Marcellin, à la fin du siècle. On assiste donc à un renforcement de la magnificence du centre et de la centralité de Rome, à un moment où l'URBS aurait pu sembler politiquement délaissée. On notera tout de même que, déjà dans ces grands monuments du centre, la rénovation du début du IVe siècle n'empêche pas une altération partielle de la fonction et de la magnificence. On a parlé ce matin du Forum de César, mais il me semble aussi qu'au Temple de la Paix sont aménagés des locaux commerciaux qui peuvent empiéter sur des bassins partiellement démolis. Malgré cette rénovation du centre, est-ce à dire que toute la ville brillait d'or et d'ornements nouveaux? Que peut-on dire sur le reste de la ville? Alors, on va faire tout d'abord, deuxième point, les transformations des villes tardives et les rythmes de dégradation du bâti. On peut commencer par une comparaison avec Ostie, dont l'évolution du tissu urbain est connue de manière beaucoup plus complète que Rome, même si ce n'est pas une ville comparable par la taille, les fonctions ou l'importance symbolique. En tout cas, les travaux menés notamment par Axel Gehring ont montré que l'Ostie tardive était dans un état très contrasté. Durant tous les 4e et 5e siècles, le Forum est restauré, réaménagé, embelli. Et en même temps, dès la fin du 3e siècle, dans des zones plus périphériques, de nombreux bâtiments privés non seulement se délabrent, mais s'écroulent, et leurs débris ne sont parfois pas évacués du tout. Sur la carte que vous voyez ici, pour faire simple, les parties en marron
sont celles abandonnées et désaffectées dans l'Antiquité tardive, tandis que celles en orange sont restaurées et refonctionnalisées. À une échelle beaucoup plus locale, cette cohabitation est parfois remarquable. Autour de la Porta Romana, la zone autour du château d'eau devient un dépotoir, tandis qu'un nymphée monumental est bâti sur le Piazzale della Vittoria. C'est une image du nymphée. S'il est certain que toute ville, à toute époque, présente sans doute un paysage contrasté, cette ambivalence semble une caractéristique forte des villes romaines de l'Antiquité tardive, remarquée par les contemporains eux-mêmes. De nombreuses inscriptions italiennes et africaines opposent des lieux qualifiés de sordides, sordentia, non fréquentés, inculti, ou en ruine, et des espaces centraux, appelés loci celeberrimi. Alors, la présence de ruines dans l'Ostie du début du IVe siècle, dont je viens de parler, attestée par l'archéologie, concerne davantage la construction privée. Dans le cas de Rome, l'état des édifices privés est bien moins connu. Des destructions sont documentées de manière très indirecte. Nous avons une constitution de juillet 321 envoyée à un certain Félix, qu'on ne connaît pas par ailleurs et on ne sait pas où il est en poste, mais qui rappelle que des expériences récentes ont démontré que les approvisionnements fiscaux pâtissaient des incendies de bâtiments accolés aux entrepôts et prescrit la démolition de telles constructions. Des empiètements sur la voie publique, notamment par des aménagements saillis comme des balcons, sont également condamnés par les empereurs du IVe siècle qui prescrivent leur démolition en raison du risque d'incendie. Ainsi, on peut imaginer que de nombreux immeubles, mais aussi des entrepôts publics, devaient être endommagés par le feu dans la Rome de 320, et les marques des démolitions menées par les pouvoirs publics pouvaient aussi être apparentes dans le paysage. Par ailleurs, de nombreux bâtiments publics devaient souffrir des ravages du temps. Un passage de Vitruve nous apprend que les murs construits en opus caementitium ont eu durée de vie de 80 ans, d'après les experts. Et de fait, c'est un rythme qu'on remarque fréquemment pour des travaux de restauration. Alors, je prends juste un exemple. Si on regarde le cas du Panthéon, il est restauré par Septime Sévère en 202, soit environ 80 ans après la grande reconstruction trajano-adrianéenne. On ne mesure pas bien la portée des travaux. L'édifice est qualifié sur l'inscription de vetustate corruptum. Il est refait avec toute sa parure, cum omni cultu. Et on a trouvé des briques sévériennes en nombre certes très limité, mais on a trouvé dans le bloc intermédiaire et les parties inférieures de la coupole. Par ailleurs, des travaux menés sur un pont à Ostis ou Constantin mentionnent la réfection de l'opus signinum, donc de la couche protectrice de la structure et de la chaussée. Et on doit donc s'imaginer que les monuments anciens à Rome devaient régulièrement se dégrader. Les enduits s'écaillaient, les décors de marbre pouvaient parfois tomber, et sur certains bâtiments, comme les ponts, les arcades, les coupoles, des problèmes structurels devaient se manifester par des fissures et obliger à remplacer le parement, voire à reconstruire intégralement les murs. Le IVe siècle est également le moment d'accentuation du phénomène du remploi. Du moins, c'est à cette période qu'on l'associe spontanément. En effet, l'archétype de construction faite grâce à des spolia est bien l'arc de Constantin, où sont réutilisés divers décors sculptés d'époque antonine. Mais leur emploi contribue à déparer, voire à démolir les édifices d'origine. Il y a nécessairement un gagnant et un perdant. Que peut-on savoir des contextes d'origine, des éléments employés dans les constructions du début du IVe siècle ? Alors, on sait que depuis le Haut Empire, la pratique de la démolition d'édifices pour en récupérer des matériaux et les revendre est interdite à cause précisément du risque de ruine dans le paysage. À partir du IIe siècle, néanmoins, la déprédation d'ornements d'une demeure privée est autorisée si elle sert à orner les édifices publics. Et à partir des années 350, les empereurs s'émeuvent de l'action des gouverneurs qui, comme ils le disent ici, au prix de la destruction de bourgades écartées, se donnent l'air d'orner les métropoles en recherchant pour matériaux des statues, des marbres ou des colonnes à transférer. Les éléments qui... Donc à Rome, peut-être qu'une partie des décors employés pouvaient provenir d'autres villes. Les éléments qui reviennent sans cesse dans les textes dont je viens de parler sont les marbres, les statues et les colonnes. Et par marbre, il faut sans doute comprendre la plupart des décors, les reliefs, les plaquages de marbre, les pavements en opus sectilé, sans doute aussi les tuiles de marbre qui pouvaient orner certains édifices ou temples. Leur emploi crée donc des bâtiments mis à nu. Et d'ailleurs, le thème de la nudité des marbres, la nuditas marmorum, se retrouve dans certaines inscriptions de la fin du IVe siècle. Autre grande source de remploi à cette date également, les tombeaux. Plusieurs constitutions du IVe siècle condamnent lourdement ceux qui pillent les tombeaux pour en arracher des marbres et des colonnes et orner ainsi leur maison ou leur villa, voire des édifices publics. La première de ces constitutions conservées, elle date de 340 et elle concerne Rome, elle est adressée au préfet de la ville. Et les suivantes, en 349 et en 356, concernent également Rome en première instance.
On peut dès lors imaginer, sur les grands axes à l'entrée de la ville, des tombeaux en ruine, donc soit des amas de décombres, soit dépouillés de leurs reliefs et colonnes. Enfin, y avait-il du remploi entre bâtiments publics? Le pillage organisé des édifices publics par des particuliers ou des officiels est peu documenté avant le 5e siècle. Donc, quand Constantin fait construire son arc avec des reliefs et des statues d'époque antonine, dépouille-t-il des monuments déjà existants? C'est la thèse qu'avait soutenue Gower, qui qualifiait même Constantin et le Sénat de vandales, et il soutient qu'il a fallu prélever plusieurs mètres d'une frise du Forum de Trajan, ce qui devait contribuer à le déparer. Selon Patricio Pensabene, en revanche, il est possible que les frises provenaient soit des bibliothèques autour de la colonne trajane, tandis que les statues des Parthes ou des Daces auraient pu provenir de dépôts anciens de sculptures jamais mises en œuvre. Et pour Patricio Pensabene, les éléments de décor employés venaient aussi plutôt de palais suburbains, même si c'est difficile à vérifier. Donc en tout cas, il paraît possible que la pratique du remploi à l'époque de Maxence et de Constantin ait contribué à déparer quelques complexes d'époque antonine, sans toutefois aller jusqu'à les ruiner complètement. L'absence de quelques frises, de certaines statues dans des parties moins visibles de complexes monumentaux n'a à mon sens rien d'invraisemblable. Alors, essayons maintenant de donner des exemples plus précis d'espaces ou de bâtiments dégradés dans la Rome de 320, et il ne s'agira que de pistes de réflexion et d'hypothèses, puis ça va être très dur d'avoir des certitudes. Alors, première chose, c'est donc au Trastevere qu'il est sans doute le plus possible de trouver la trace de présence, trouver trace de la présence de bâtiments ruinés ou dégradés. Ainsi, la nomachie d'Auguste devait encore être présente dans le paysage, mais à l'état de vestige. Quand Dion Cassius écrit au IIIe siècle, il parle d'un combat naval sous Auguste, dans un endroit où on en montre encore aujourd'hui des traces. La naumachia n'était donc plus en service à cette époque, mais encore partiellement visible. Et la nomachie d'Auguste apparaît sans doute probablement dans les régionnaires, donc on verra dans la nouvelle édition, mais en tout cas, il y a 2 nomachies qui sont listées dans la région 14, donc probablement celle d'Auguste, et donc il faut considérer qu'au 3e, 4e siècle, probablement, il y avait encore des traces, elle était encore visible, mais probablement désaffectée, en ruine. À quoi elle pouvait ressembler, c'est difficile à dire, d'autant que l'apparence de cette infrastructure est très méconnue. Et la description qui en est faite dans le Lexicon Topographicum Urbis Romae apparaît assez vraisemblable, mais pour elle que la vraisemblance, ils disent que c'est fuori uso, interrata e invasata costruzioni. On peut également évoquer le dossier, toujours au Trastevere, des Coraria Septimiana, attesté, là encore, par les régionnaires, jusqu'à la prochaine édition, dans la région 14. Des fouilles récentes ont peut-être mis au jour les vestiges de ces Coraria à proximité de Porta Portese. En tout cas, une inscription dédiée au préfet de la ville de 334 évoque la restauration par ce préfet de la ville, en 334, des insulae du Corpus Corariorum, de la corporation des corroyeurs, selon les règlements de Septime Sévère et de Caracalla. Alors, on ignore si ces insulae en question sont les bâtiments des collegiati eux-mêmes ou simplement des biens mis en location pour apporter du revenu. Mais les bâtiments ayant été décorés, il y a ici écrit « restaurari atque adornari », il s'agit quand même de bâtiments d'un certain standing. Et la référence à une réglementation sévérienne pourrait laisser entendre que les édifices n'avaient plus été remis en état depuis longtemps. Donc il faut peut-être imaginer des bâtiments vétustes et décrépits, au décor disparu et abîmé, en 320. Par ailleurs, les vestiges découverts il y a quelques années et identifiés comme les Coraria présentent les signes d'une grande restructuration et d'une réfection des décors dans la première moitié du IVe siècle. Autre bâtiment du Trastevere qui était peut-être en ruine, les constructions sévériennes autour de la Porta Septimiana. Alors, je vais passer assez vite sur les problèmes philologiques, mais en fonction de comment on comprend le passage de l'histoire auguste sur la vie de Septime Sévère, Septime Sévère construisit là soit des bains, des Thermae Septimianae, ou alors un passage, Ianouae, des portes, peut-être dans un aqueduc. En tout cas, le texte dit que leur format s'effondra, interquidens, et empêcha aussitôt l'usage public. Plusieurs hypothèses ont été proposées, soit un effondrement de l'aqueduc, alimentant les thermes, ou un éventrement de la structure par la construction du mur d'Aurélien. En tout cas, au IVe siècle, un édifice thermal hors d'usage était peut-être encore visible, à proximité ou contre la Porta Septimiana du mur d'Aurélien. De fait, les infrastructures de l'eau sont peut-être ce qui était le plus fréquemment endommagé et qui avait le plus souvent besoin d'être restauré durant l'Antiquité tardive. Alors, il y a une inscription datant sans doute du début des années 320 qui commémore la restauration par la mère de Constantin, Hélène, de thermes. Et pour cette raison, on les appelle généralement les Thermae Helenae,
mais forcément, en fait, ils étaient antérieurs, les termes. Alors, le CIL et les autres éditeurs restituent donc termas incendio destructas, mais ce n'est pas sûr, à mon avis, puisque le terme destructum est très rare dans les inscriptions latines et n'est jamais précédé du mot incendie. En tout cas, donc destructas, lui, paraît assuré. D'après le lieu de découverte de l'inscription, il pourrait s'agir de bains situés dans la région 5, près de l'actuelle Santa Croce in Jérusalem, donc peut-être reliés au complexe sévérien de la zone Atspem Weteris. Dans tous les cas, nous avons ici un bon exemple de bain qui, en 320, devait être détruit ou en cours de restauration. Il est possible que de tels travaux aient eu lieu également au terme d'Agrippa, au Champ de Mars. J'ai mis ici les termes d'Agrippa sur la maquette de Paul Bigot. Tout d'abord, l'aqueduc alimentant ces termes, l'Aqua Virgo, construit par Agrippa, a subi des réfections dans les années 312-324. D'après une inscription à retrouver, Constantin a, donc je cite ce que dit l'inscription, concédé à ses frais le parcours de l'Aqua Virgo qui s'était écroulé de vétusté. Il l'a rénové depuis les sources avec toutes les hautes arcades alors qu'il était détruit. Donc il y a une réfection des arches détruites. Et on sait que d'après Frontin, les piliers souffrent beaucoup des fuites d'eau qui risquent de les faire s'écrouler. Au terme d'Agrippa eux-mêmes, on a récemment trouvé des briques estampillées datant du règne de Maxence. Faut-il inclure alors les termes dans l'ensemble des restaurations menées au début du IVe siècle ? D'aucuns font le lien avec l'incendie de 283, mais on peut aussi peut-être relier la restauration des termes à une inscription plus tardive découverte non loin et datant de 344-345, donc des fils de Constantin, qui mentionne donc la restauration par les fils de Constantin de Thermas vetustate labefactas. Rien n'interdit d'y voir la dédicace de travaux commencés longtemps auparavant, et selon Federico Guidobaldi, il y eut une campagne de restauration des termes d'Agrippa, menée par Constantin et terminée sous le règne de ses fils. Dans ce cas, on peut supposer également que ces termes d'Agrippa, en 320, étaient partiellement désaffectés ou ruinés, et peut-être en cours de restauration, au même titre que l'ensemble du réseau d'adduction d'eau du Champ de Mars qu'avait jadis mis en place Agrippa. Comment se présentent donc des termes délabrés et dégradés en début du IVe siècle ? Nous avons surtout des descriptions plus tardives dans des inscriptions de la fin du siècle et du début du siècle suivant en Italie et en Afrique. Alors, je les cite très rapidement. Nous en avons une à Ancium en 319-383 qui dit que l'état des termes était enlaidi par la crasse et la ruine et des éléments dangereux et lourds menaçaient de tomber. Et à Mador en 364, des termes sont défigurés par la chute de ruines. Les sièges sont corrompus au point d'infliger de graves dommages. À Rome, en 414, dans des bains non identifiés, les murs de la salle tiède s'inclinent, inclinato omnipariete, et donc s'effondrent, labentem, et toute la salle menace de s'effondrer. Donc en résumé, les éléments qui reviennent sont la perte des parements, la chute de pierre, l'inclinaison des murs. L'archéologie confirme que les pièces les plus chaudes sont les premières pièces touchées. Dans l'hostie tardive, par exemple, Grégoire Pocardi a montré que certains caldaria sont parfois abandonnés au profit d'autres pièces. Alors, pour conclure, donc, je n'ai ici cité que quelques exemples, présentés d'ailleurs à titre d'hypothèse, de bâtiments ayant pu se trouver désaffectés, délabrés ou bien en chantier de restauration à la date du modèle virtuel réalisé ici. Si le centre de Rome avait bénéficié d'une grande rénovation dans les 2 premières décennies du siècle, Lourdes était néanmoins une ville millénaire ayant hérité d'un patrimoine monumental énorme et coûteux à entretenir. Même une ville au fait de sa splendeur, si tant est que cette expression ait un sens, n'échappe au phénomène de vieillissement, de délabrement de certains de ses édifices, et les travaux y sont perpétuels. Restituer la situation contrastée de la Rome au début du IVe siècle, la cohabitation de monuments au marbre et dorures resplendissants avec des édifices vétustes et parfois dépouillés, c'est contribuer à comprendre les dynamiques d'une ville en perpétuelle transformation. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette communication très riche d'exemples et de détails tout à fait éclairants. Est-ce qu'il y aurait des questions ? Oui, Patricia. La ringrazio molto della sua esposizione che è stata veramente esauriente. Volevo solo ritornare sul discorso dei magazzini, le dépôts, perché io credo che, senz'altro lei lo conosce, gli esempi dei pezzi trovati nel Palazzo della Cancelleria dimostrano l'esistenza di questo accumulo. D'altronde, se non vi fossero stati magazzini in cui già erano stati raccolti elementi architettonici, statue, eccetera,
che erano avanzate, diciamo, durante le ricostruzioni del passato per terremoti, incendi e così via, chi costruiva come un monumento come l'Arco di Costantino non aveva la possibilità di organizzare il lavoro se tutti i pezzi non erano messi insieme, diciamo, in un magazzino. La famosa arte dell'assemblaggio di cui parlava Mansuelli. Cioè l'assemblaggio è possibile non perché sul momento si va in un monumento, si tolgono delle colonne e si mettono in un altro, ma perché c'è la possibilità di programmare l'assemblaggio. Questa è appunto una cosa su cui volevo tornare. E anche per esempio per i barbari dell'Arco di Costantino, il fatto che sulla base vi fosse questa iscrizione ad Arco significa che erano conservati in un magazzino e che poi appunto si potevano scegliere al momento della riutilizzazione nell'arco. Tanto è vero che i barbari dell'Arco di Costantino non coincidono per le misure, credo, con nessuno di quelli del Foro Traiano, per cui devono essere già stati conservati. Comunque grazie molte per l'esposizione, che ho imparato anche a tante Merci cose. pour les précisions. Oui, donc voilà, c'est vrai qu'il ne faut pas s'imaginer leur emploi comme on va chercher en fait, effectivement, si on utilise des reliefs plus anciens, donc soit ils étaient stockés, ils n'avaient jamais été mis en place, soit peut-être ils avaient été démontés à d'autres occasions bien avant. Et effectivement, leur emploi contribue sans doute à dégrader des édifices, mais ce n'est pas un phénomène direct de on va chercher et on remet dans un autre édifice directement. Il doit y avoir toute une organisation et des temps de latence, probablement. Merci. Très bien. D'autres remarques sur ces exemples? Philippe? Oui, donc merci d'abord pour cette communication qui est éclairante, et vous avez pris le soin de bien dater par rapport à la restitution, à la date que nous avons choisie pour la restitution. Alors, nous avons bien conscience que notre Rome est trop neuve, trop belle. Axel, ici, nos infographistes qui fait passer les micros, est toujours à vouloir la dégrader, ce qu'il la trouve aussi trop belle. Alors, la dégradation nous pose deux problèmes. Il y a un premier problème qui est le problème de la justification scientifique. Vous y avez répondu en bonne partie. On s'appuiera sur ce que vous venez de dire pour corriger un certain nombre de choses. Ce n'est pas la peine de détruire, enfin de dégrader un bâtiment dont on sait parfaitement qu'il était tout neuf, justement, en 320. Donc ça, c'est une première question qui est importante. La deuxième raison, c'est celle qui nous bloque aussi, c'est la difficulté infographique, la lourdeur infographique d'introduire des dégradations. Donc il y a à la fois un aspect scientifique et un aspect proprement technique. Voilà. En tout cas, merci pour cette belle communication qui nous apportera beaucoup. Oui. Merci. Oui, j'ai bien conscience qu'effectivement, graphiquement, c'est beaucoup plus dur de faire une colonne cassée, des bâtiments qui tombent et des pierres qui s'écroulent que quelque chose de droit. Et donc, c'est pour ça que je proposais, par exemple, ces bains, que ce soit les Thermae Elenae ou ceux d'Agrippa, qui pourraient être restitués dès le début en étant pensés ainsi, plutôt que de casser un bâtiment existant, une sorte de cas, d'exemple. Voilà. C'est pas tant une difficulté technique qu'une lourdeur informatique, dans la mesure où lorsque des colonnes sont toutes semblables, elles sont multipliées avec une seule instance, alors que s'il faut les dégrader, elles sont toutes différentes. Ce sont tous des éléments différents. D'autres remarques, demandes de précision ou autres? Moi, je voudrais juste faire une petite remarque. Il est très intéressant de voir dans les premiers textes que vous nous avez montrés, la Constitution, la lettre à Valentinien, etc., qu'on va retrouver des choses, en particulier après chez Cassiodore, qui va dire exactement la même chose. Et puis on va retrouver la même chose aussi dans la lettre à Raphaël. Dans tous les textes pontificaux du Moyen-Âge, on a cette espèce de souci de la dégradation de Rome. Et on peut se demander s'il n'y a pas une espèce de, pas véritablement de contradiction, mais de difficulté à associer d'une part un discours sur la célébration, la grandeur, le grand ravalement en quelque sorte qui a lieu non seulement périodiquement, mais dont les textes nous disent que
Comme sous Auguste, on a trouvé une Rome de briques, on l'a transformée en marbre, en Rome de marbre. Donc on est en permanence dans cette image d'une Rome toute blanche, extraordinaire. Et puis, d'un autre côté, on nous dit, attention, tout ça est en train de se casser, tout ça est en train de vieillir, tout ça, n'y touchez pas, ça va s'effondrer. Donc il y a cette espèce de... que je perçois moi comme une espèce de contradiction dans les textes, dans les points de vue. Ça ne veut pas dire qu'archéologiquement ça ne soit pas fondé, mais dans les points de vue textuels, il y a quelque chose, une difficulté pour ma part. Oui. Et ben, en plus, ce qui est difficile de savoir sur ces constitutions qui datent des années 360, c'est dans quelle mesure c'est conjoncturel, lié à des abus qu'ils ont vraiment constatés, parce que c'est dédié aux gouverneurs qui, manifestement, n'utilisent pas l'argent public comme il le faudrait et construisent à neuf au lieu de restaurer. Et donc, oui, bah, en même temps, oui, sur cette contradiction, oui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faudrait dire exactement, mais en tout cas, les textes qui s'inquiètent vraiment de la dégradation datent plutôt à partir des années 360 et puis ensuite continuent. Donc, à un moment où il y a quand même moins d'investissement, peut-être public, dans la ville de Rome. Donc, Merci. Merci. Donc,